Romaine Jean, vous êtes productrice à la RTS et vous êtes aussi présidente de la Fondation Hirondelle et vous tenez une chronique dans Bilan qui s'appelle Un œil sur les médias. Dernièrement, avec l'affaire Yannick Buttet, du nom de ce conseiller national valaisan PDC, on a l'impression d'un acharnement médiatique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, ça c'est vrai que c'est presque un nouveau mot qui est apparu dans le vocabulaire collectif, acharnement médiatique ou meute. J'ai encore vu en lisant 24 heures à propos de l'affaire Yannick Buttet, effectivement, que dans sa commune valaisanne, les gens réagissent en disant c'est un acharnement médiatique. Et c'est vrai que c'est la nouvelle consommation via les réseaux sociaux qui fait qu'on est tous un petit peu journalistes, on est tous un petit peu commentateurs. La parole est totalement libérée. On écrit aujourd'hui des choses sur les réseaux sociaux qu'on n'aurait jamais osé poser sur une lettre avec une signature. Donc, et ça nous interpelle, nous, médias classiques. Il faut qu'on invente une autre manière ou qu'on revienne aux fondamentaux du métier et rester de plus en plus sur les faits, crédibles, indépendants, vérifiés, absolument. Et peut-être... quand on fait des commentaires bien séparés, revenir aux règles très classiques de la profession. Mais ça signifierait moins d'audience, moins de contenu, parce que là, on a affaire à des produits dérivés de l'information qui dépassent l'information. On est d'accord. On a des commentaires, on a des propos de café du commerce, on a de l'émotionnel. On a beaucoup d'anonymat. Mais les faits sont rares. On a énormément d'anonymat dans les témoignages. Alors ça me frappe. Et ça aussi, je suis étonnée. Par exemple, je peux me permettre quand même de dire que je suis très contente que la parole se libère, que les femmes osent dire que dans le fond, une affaire, si c'en est une, parce qu'il faudra quand même laisser la justice faire son travail, en tout cas sur la partie valaisanne, pour Yannick Buttet éclate au grand jour. Mais malgré tout, je suis quand même un peu déçue, très déçue, qu'une conseillère nationale, qui a donc tous les moyens de se défendre, comme Madame Amodru, choisit de venir et de dénoncer anonymement. Je trouve qu'on fait la moitié du chemin, parce que c'est exactement ce pourquoi aujourd'hui on dit acharnement médiatique. Oui. C'est que beaucoup de choses se font par allusion, par sous-entendu, alors que dans le fond, quand les faits sont là, si on fait confiance à la personne qui donne les faits, je trouve qu'on est beaucoup plus fort. Alors il y a quand même la règle de la protection des sources qui fait que des personnes qui pensent qu'il y aurait des représailles contre elles préfèrent témoigner à visage couvert. Mais effectivement, il en résulte un climat où on a peu de vérification, on n'objective pas toutes ces accusations et la justice, elle a toujours un temps de retard par rapport à tout le déchaînement médiatique. Alors je fais quand même une distinction entre une personne qui est dans une relation de pouvoir, qui n'a aucune possibilité de se défendre et qui effectivement a peur de témoigner à visage découvert, et une personne qui est dans le pouvoir, comme une conseillère nationale, et qui pour moi devrait pouvoir témoigner ouvertement en donnant les faits. Je fais vraiment cette distinction-là. Alors moi, dans ce déchaînement médiatique, ça me fait un peu penser aux adolescentes qui se sont parfois donné la mort suite à un acharnement de leurs propres camarades, même de camarades directs, d'amis, de cercles d'amis, sur les réseaux sociaux à cause du renouvellement des attaques pendant des jours et des jours durant. Ceux qui ont vécu des choses similaires savent que ça peut être extrêmement éprouvant et détruire quel qu'ait été le crime qui est commis la personne. Et donc, est-ce qu'on ne risque pas un jour d'avoir un mort dans cette affaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, suite à une campagne pareille, soit diffamatoire, soit même justifiée, décide d'en finir. Et là, est-ce que ça va s'arrêter, cette série de polémiques qui s'enchaînent? Il y a une publication que j'admire énormément, c'est The Economist. Alors, ligne politique qui est la sienne, qui est très, très clairement identifiée dans les éditoriaux des premières pages, et pour le reste, des faits sans signature. C'est-à-dire que ce n'est pas la signature du journaliste qui est important, c'est le fait vérifié. Et on sait que si c'est dans The Economist, c'est vérifié. Et une séparation très... Et je trouve qu'on doit revenir aux fondamentaux, nous, journaux, que ce soit les services publics ou que ce soit les médias privés, pour justement contrer cette espèce de déferlement et ce sentiment d'acharnement ou de meute qu'on vit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. D'accord, parce que le quatrième pouvoir, c'est formidable quand il s'exerce. On a l'exemple tous en tête du Watergate, mais
Quand un journal va révéler une affaire comme celle du harcèlement sexuel dans le cas Yannick Butet, est-ce qu'après il doit aussi appeler à sa démission? Est-ce que c'est son rôle ou est-ce que ça arrête son rôle? Est-ce qu'il est le faiseur et défaiseur d'hommes politiques ou est-ce qu'il va exposer les faits puis après c'est au lecteur de décider ce qu'il en est? Et en fait, en réalité, à la justice et au parti, au cadre du parti concerné. Je pense que les journaux ont totalement leur fonction dans une démocratie qui est celle d'enquêter, de donner les faits, de les éclairer et de laisser à la justice juger et de laisser au lecteur aussi juger. C'est de prendre au sérieux les lecteurs dans le fond et puis surtout aussi de laisser après à toutes les instances politiques le fait de savoir s'il doit ou pas démissionner. C'est pas aux journaux c'est une confusion des rôles. Mais par contre là, en l'occurrence, dans le cas Yannick Butet, c'est juste qu'il y avait un problème manifestement, les journaux ont enquêté, ils ont donné, ça c'est juste, jusque-là c'est correct, me semble-t-il. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on voit souvent dans les fils de commentaires des propos carrément diffamatoires. L'article 173 du Code pénal, il existe, il est réel. La diffamation en droit suisse, c'est de ternir la réputation de quelqu'un, d'affirmer des choses qu'on n'a pas vraiment étayées, etc., d'insulter, d'injurier. Est-ce qu'il faudrait légiférer de manière plus cadrée, plus serrée par rapport à toute la diffamation finalement qui est devenue monnaie courante sur les réseaux? Mais vous l'avez dit, il y a des lois, les lois sont là, il y a les lois anti-racisme. Mais ce n'est pas pratiqué. Pour les réseaux, on dit ce qu'on veut, surtout quand quelqu'un a commis un acte, on dit ce qu'on veut. Et d'ailleurs, le résultat, c'est que les harceleurs sont beaucoup plus déconsidérés, maltraités, ils subissent l'opprobre plus que les mafieux, les trafiquants de drogue et les trafiquants d'armes et les coupables d'homicide aujourd'hui. Tous ceux qui commettent des crimes ordinaires tous les jours, ils ne subissent pas ça, mais des personnalités sont traînées dans la boue grâce au réseau. Une conseillère nationale me disait hier qu'elle avait été prise à partie par une publication et qu'elle avait porté plainte et qu'elle en était à 17 000 francs de sa poche et que si c'était à refaire, elle ne le referait pas. Maintenant, la RTS, là-dedans, est-ce qu'elle peut vraiment s'ériger en média de service public tel que son rôle lui impose, neutre, médiateur, arbitre, capable de mener un débat équilibré? Est-ce que cette montée des réseaux sociaux qui capte cette énorme audience sensationnaliste qui cherche la polémique à tout prix et les scandales ne vous mène pas à vouloir surfer là-dessus aussi, essayer de faire un peu la même chose quand même? Je pense qu'on est absolument critiquable, comme tout le monde. Je pense qu'on est tous influencés par ce qui se passe. Dans ce contexte, je trouve qu'il est encore plus dangereux de contester l'existence même du service public, parce que le service public, c'est précisément le garant contre ces dérives. Nous sommes contrôlés, nous sommes obligés de donner la parole à tout le monde, nous sommes obligés d'être impartiaux. Nous avons des conseils du public qui scrutent, qui observent chacune de nos émissions, qui regardent si toutes les opinions sont bien représentées dans les débats, si toutes les régions sont bien représentées. Et c'est dans ce contexte qu'il ne faudrait surtout pas contester l'existence du service public.